Bon, je vais commencer par raconter un petit peu raconter ce qui s'est passé, pas qu'un petit peu. Euh, donc, euh, Moi, je rentrais jeudi soir d'une réunion avec une collègue et amie. On est arrivé par le RERD à la gare de Saint-Denis. Étant en bout de rame, on est sorti par une sortie qui a la particularité de ne pas passer par le hall de la gare et donc de nous avoir mis directement en contact avec ce qui se passait à côté de cette sortie, puisqu'elle se termine par une cloison qui est juste des barreaux, et donc on voyait à travers ces barreaux et on entendait qu'il y avait quelque chose de particulier, notamment on a entendu des cris très stridents d'une dame qui était en train d'être interpellée. Donc quand on l'a vue, c'est une dame qui devait avoir 45 ans, une dame noire qui avait les menottes et qui criait parce qu'elle criait de douleur à cause des menottes, quoi. Donc le réflexe que j'ai eu, qui est je crois un réflexe qui est relativement banal, parce que, y compris on vit à un moment où c'est pas la première scène de violence qu'on peut constater, et que on est passé par l'assassinat d'Adama Traoré cet été, on est passé par le printemps et les manifestations contre la loi travail, donc je crois que c'est un réflexe citoyen très ancré maintenant de filmer, donc j'ai fait ça tout simplement. C'est quelque chose qui par ailleurs est entièrement légal. Je me suis retrouvé directement nez à nez à travers les barreaux avec un agent de police qui me disait que j'avais pas le droit de filmer. Quand j'ai contesté ça, il m'a dit oui, vous avez le droit, mais pas dans l'enceinte de la gare, donc vous sortez. Ce que j'ai fait, je suis sorti et j'ai rallumé à nouveau mon téléphone portable. Bon, je peux annoncer qu'on a à l'instant réussi à remettre la main sur les vidéos. Parce que effacer dans un téléphone portable ne permet pas d'effacer définitivement sur un disque dur, donc on pourra les montrer. Filmant à nouveau ce qui se passait, les habitants qui demandaient ce qui arrivait, cette dame qui criait. Tout d'un coup, en fait, j'ai été attrapé par l'épaule gauche et on m'a dit qu'on allait me faire un contrôle d'identité. Donc ils ont attrapé mon téléphone portable. À un moment donné, on le tenait en fait tous les deux. C'était très rapide. On m'a imposé d'arrêter la vidéo que j'étais en train de faire. Et donc on passe dans ce qui est hors champ par rapport à la vidéo que je faisais. Et ce qui est hors champ, c'est que on m'a attrapé les deux bras et on m'a pris mon téléphone portable. Moi je disais qu'il fallait un mandat de perquisition pour regarder à l'intérieur d'un téléphone portable. Ça n'a pas été entendu. Je me suis retrouvé avec les deux bras pliés dans le dos quand je disais que ça me faisait très mal, la torsion était augmentée jusqu'à ce qu'à un moment j'ai plus le souffle et puis je me décourage en me disant qu'il valait mieux rien dire. Donc j'ai été plaqué contre la porte qui est contre le mur d'un bâtiment qui longe la gare, repoussé à plusieurs reprises, et je me suis retrouvé finalement définitivement coincé avec le visage de profil, coincé contre cette porte. Coincé contre cette porte, ça veut dire obligé d'écouter ce qui était en train de m'être crié par le policier, notamment celui qui était à ma gauche, mais j'en avais un autre à ma droite, qui m'a dit d'emblée que j'avais voulu jouer avec la police et que maintenant on allait jouer avec moi. On ne peut pas mettre de guillemets quand on parle, mais c'est des éléments que j'ai mis entre guillemets dans le témoignage que j'ai écrit. Que j'étais un PD, qu'on allait me tuer, qu'on allait me crever là dans les 10 minutes. Il a placé sa main sur ma fesse gauche, que je préfère raconter. Je suis désolé que ça soit un peu choquant, mais je pense que mon devoir, c'est aussi d'expliquer ce qui s'est passé, en me disant qu'il allait me violer et que je verrais comme ça si on peut continuer de jouer et à filmer de jouer à filmer la police. Ensuite, il y a eu tout un passage où on me parlait de l'État islamique. Donc, en me disant que quand Daesh viendrait, qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que j'allais me masturber ou les sucer? Je suis désolé encore, je cite. Que voilà, qu'en réalité ce que j'avais fait en dernière instance était une manière de collaborer avec Daesh. On ne sait pas pourquoi, sauf si on cherche à analyser certaines psychologies qui voudraient que pour un contrôle qui visiblement se faisait parce que la dame n'avait pas de ticket, on était dans une situation qui ne pas avoir de ticket et être racisé serait situé dans la prémisse de l'attentat terroriste. Donc on voit les amalgames, et moi qui viens qui filme, je me retrouve à collaborer avec Daesh, on ne sait pas pourquoi. Ce policier sur ma gauche me donnait des coups de pied dans la cheville et des coups de genou dans la cuisse gauche. Ils ont commencé à me fouiller. Une anecdote qui montre le niveau de la scène, c'est que
trouvant mes cigarettes, ils m'ont dit que je pouvais m'asseoir dessus. Donc en réalité, ils ont pris mon paquet de cigarettes. Et puis, ils ont découvert dans mon portefeuille ma carte professionnelle d'enseignant à Paris 1. Et ils m'ont demandé si j'étais prof, en me disant que j'étais un sale PD, un sale gauchiste. Donc on voit la manière de considérer aussi le fait d'être prof avec une espèce de haine qui s'est développée spécifiquement contre le métier universitaire. Je pense que c'est quelque chose à noter aussi. Et en me demandant ce qu'on allait faire quand l'État islamique viendrait à la Sorbonne et si on allait les regarder en nous masturbant. Ils ont ensuite dit que, de toute façon, qu'ils allaient venir à la Sorbonne et nous exterminer, moi et mes collègues, ce que j'ai mis aussi dans le témoignage. Et puis ils ont trouvé à travers ma carte d'électeur mon adresse. J'habite dans un immeuble qui est pas très loin de la gare. Et donc ils l'ont montré en disant « t'habites là-bas ?» et en me disant « regarde-moi, sale PD, on va venir chez toi, on met une cagoule et on va venir chez toi te violer. » On me disait, est-ce que tu crois que tu es protégé parce que c'est la police Il ne faut pas te faire d'illusions, quoi. Bon, le dernier élément par rapport à la Sorbonne et le contenu de mon portefeuille, c'est que ma carte, il y a marqué que je suis en attente de création de poste, parce que je suis contractuel, c'est marqué en toutes lettres dessus. Leur réaction est de me dire, tu es contractuel, ta titularisation, tu peux te la mettre, je m'excuse encore. On va faire un rapport salé à la préfecture et tu vas mourir. Je trouve ça assez glaçant pour donner un élément d'avis, et je remercie Nicolas Jounin, qui est un collègue, de m'avoir écrit pour me raconter ce que lui-même avait, c'est un professeur à Paris 8, ce que lui-même a vécu pendant une manifestation contre la loi travail, qui lui a laissé des séquelles, puisque les 20 minutes de son interpellation, il s'en souvient même plus, à cause du coup de il ne sait pas quoi d'ailleurs, qui lui a été asséné sur la tête. Je voudrais signaler aussi, par rapport à ce contexte un peu universitaire, que le collègue Guillaume Mazot, qui a relayé mon témoignage, a vu son post Facebook supprimé hier, sans que des raisons soient données, ce post Facebook de témoignage. Bon, à un moment, peut-être au bout de 8-9 minutes, j'essaye d'évaluer, mais c'est difficile pour moi d'évaluer exactement, le policier qui était à ma gauche m'a dit que maintenant on allait mettre des coups de taser, et m'a mis une décharge dans le bras, en me demandant si ça piquait. J'ai répondu que oui. J'étais assez inquiet de ce qui serait l'étape suivante. J'entendais ma collègue et amie qui étaient derrière crier, et eux me disaient il faut qu'on chope la meuf, on la charge pour appel à rébellion. Et j'étais assez inquiet de ça aussi. Sur la droite, le policier qui était sur la droite, qui parlait un peu moins, m'a dit à ce moment-là qu'il allait me lâcher le bras, et en me disant si tu regardes le mur, si tu te retournes, si tu bouges, on t'explose le crâne. J'ai gardé le visage collé à la porte à ce moment-là, du coup. Il a répété qu'ils allaient venir à la Sorbonne de cette manière. Et un supérieur, qui devait être peut-être la personne en charge de l'opération, a expliqué, il passait, je les ai entendus discuter, et il voulait visiblement m'embarquer. Mais le supérieur a dit que le monsieur, il dégageait. Le monsieur, c'était moi. Et que donc, parce que eux allaient bouger. Donc, c'est effectivement ce qui s'est passé un petit peu après. Mais là, dans l'immédiat, ce qui est arrivé, c'est que le policier qui était à ma gauche m'a retourné. Et je me suis retrouvé en face de lui. J'avais très mal aux articulations parce qu'il venait de me lâcher les clés de bras qu'il m'avait fait pendant une dizaine de minutes. Et m'a dit maintenant tu déverrouilles ton téléphone, t'effaces les vidéos. Ce que j'ai accepté de faire étant donné la situation. Dès que j'ai déverrouillé le téléphone, il me l'a arraché des mains. Il est entré dans la galerie photo, pour ceux qui ont le même modèle de téléphone que moi. Il a effacé les 2 vidéos. Il est ensuite allé dans le dossier supprimé récemment. Je ne sais pas si c'est par formation ou par usage personnel d'un téléphone identique. Et il a supprimé à nouveau les vidéos. Puis, il m'a saisi et il m'a demandé si j'avais un cloud. Donc, le système qui permet de conserver par Internet les fichiers vidéo. J'ai répondu que non. Et ensuite, il est rentré à nouveau dans ma galerie photo pour regarder l'ensemble de mes photos. Je disais que c'était personnel, mais ça n'a pas pesé comme argument. Ce qui s'est passé immédiatement ensuite, c'est qu'il y a eu un ordre de charge de leur côté. Et donc, ils m'ont... lancer mes effets, c'est-à-dire mon portefeuille, son contenu et le téléphone dans les mains, et ils sont partis en courant. Donc ils m'ont laissé à ce moment-là un peu penaud, tremblant,
Et donc rangeant un peu mes affaires, cherchant à retrouver du regard la collègue qui était avec moi à ce moment-là et qui va témoigner évidemment, et qui avait été repoussée par la charge mais qui avait pu se mettre sur le côté et qui m'a rejoint. On s'est éloigné au plus vite possible. On a été croisé par un monsieur. Je le dis parce qu'il faut savoir que les échos depuis cette affaire sont que l'opération policière dans laquelle il y a eu cet événement-là est une opération qui dure depuis plusieurs jours ou qui aura duré plusieurs jours à Saint-Denis. Donc on a croisé un monsieur qui disait qu'il avait assisté à quelque chose un peu d'identique le matin et qu'il y avait énormément de violence en ce moment de la part de la police nationale à Saint-Denis. Quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé par essayer de me détendre un petit peu, prendre une douche et j'ai rédigé mon témoignage. Pour moi, il était évident que j'étais pas en mesure de sortir porter plainte. Je pense que c'est compréhensible. Et c'est compréhensible d'autant plus que le commissariat de quartier est le commissariat dans lequel, et par lequel peut-être, j'ai été agressé ce soir-là. Devant lequel, je voulais dire, et par lequel. Donc, c'est le lendemain matin, avant même que je me réveille, j'avais déjà reçu quelques coups de fil de collègues, et notamment du coup de ce collègue Guillaume Mazot. J'ai reçu des conseils et je suis parti vers midi vers l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel Dieu, à laquelle on m'a expliqué, à cet endroit-là, on m'a expliqué qu'il fallait porter plainte en amont d'un certificat, d'une visite là-bas, et donc et que pour porter plainte, il fallait quand même un certificat médical. Donc j'ai passé ensuite l'après-midi aux urgences de l'Hôtel Dieu, en fait de 13h à 19h à peu près. Et c'est le vendredi soir que j'ai commencé à faire des recherches pour trouver un avocat, et donc finalement Monsieur Slim Ben Achour. Bon, je voudrais conclure en fait en disant quelques vérités qui me tiennent particulièrement à cœur dans cette affaire. La première, c'est que ce qui est arrivé à mon avis est banal. Ce qui n'est pas banal, c'est que ça soit arrivé à moi. Ce qui n'est pas banal, c'est que ça soit connu et diffusé. En général, ça arrive à d'autres habitants de Saint-Denis. J'en ai déjà été témoin et je souhaite que les suites qui vont être données à cette affaire et la dénonciation qui doit être faite de ce qui m'est arrivé servent à dénoncer l'ensemble des violences policières qui touchent les personnes notamment racisées qui habitent ma ville et un grand nombre d'autres villes. L'ensemble des autres villes en fait. Dans l'ensemble des autres villes, je pense qu'il y a des pratiques policières qu'il faut discuter. En ce sens-là, et en ce qui concerne le jeudi 22 au soir et les jours qui ont pu précéder et suivre, on souhaite, avec Maître Slim Ben Achour, lancer un appel à témoignage pour savoir si on peut avoir des personnes qui ont assisté à la scène qui pourraient la raconter et corroborer ce qui apparaît en partie dans les vidéos, ce qui devrait apparaître par la vidéosurveillance, mais en tout cas pour compléter ce témoignage-là, ces faits-là, et notamment savoir ce qui est arrivé à la dame qui s'est fait contrôler avant moi et qui visiblement a souffert plus que moi ce soir-là. La deuxième chose, c'est que je pense que, la deuxième vérité sur laquelle je voudrais insister, c'est que ce qui est arrivé selon moi, est un témoignage brutal d'un glissement ou d'une évolution dans laquelle on se situe, et qui témoigne aussi d'un certain état d'esprit qui ne peut pas être sans lien avec une série de lois, de mesures qui ont étendu sans cesse les compétences de la police et qui, à chaque fois qu'elles ont démontré leurs conséquences par ce qu'on appelle des bavures, mais qui en réalité sont un phénomène assez structurel, ont débouché sur des non-lieux, une impunité. Il faudrait que ça soit différent en ce cas-là et dans les cas qui suivront. Et donc que le contexte, que en réalité ce qui est arrivé est lié à un contexte local à Saint-Denis, national en réalité aussi. C'est arrivé après ce qui s'est passé, l'assassinat d'Adama Traoré, qui est quelque chose d'encore autrement plus grave. Il y a Nicolas Joulin dont je parlais, on pourrait multiplier les exemples. Il y a un syndicaliste de Sud Santé qui a perdu un œil à la manifestation du 15 septembre. Et en ce qui concerne ma propre université, le 17 mars dernier, au début de la mobilisation contre la loi travail, on avait eu des brutalités policières dans l'enceinte même de l'université. Donc pour dire que il me semble que loin de personnaliser les choses ou de me faire le porte-parole uniquement de ce qui m'est arrivé,
qui en réalité est banal. On devrait réfléchir à ce qui arrive en général et à faire en sorte que ça n'arrive plus. Voilà. Est-ce que vous avez porté plainte du coup ? On va y répondre. Est-ce que vous voulez... Alors, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais je suis là, en fait, je pense à 2 titres, à la fois en tant que directrice de thèse de Guillaume Vadot, et du coup, moi, je le connais depuis 2012. J'ai d'abord dirigé son mémoire de M2, puis je suis sa thèse. C'est un doctorant qui a été financé, parce que ça avait été le mémoire considéré comme un des très meilleurs cette année-là, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui est payé pour faire de la recherche en sciences sociales, et dont la qualité de travail a été reconnue comme exemplaire depuis plusieurs années. J'insiste sur ce point parce que je pense qu'il pourrait y avoir aussi des tentations de dire voilà, tout ça c'est des petits étudiants excités. Non, c'est-à-dire on est face à un jeune enseignant-chercheur, certes non titulaire, mais de l'université, qui fait des cours, qui fait de la recherche, qui publie des articles, qui va dans des colloques, et que moi je connais d'abord à ce titre. Et il m'est arrivé cette chose bizarre, c'est que jeudi, j'ai vu passer sur Twitter ce témoignage. Je trouvais que c'était décrit très précisément. Je vois que c'est décrit comme un doctorant de la Sorbonne. Je crois qu'il n'y avait même pas marqué Paris 1, Paris 4, etc. Et je lis ça en me disant waouh, c'est dingue, ça pourrait être un de mes doctorants financés. Voilà. Donc, et le lendemain soir, Guillaume m'appelle, encore vachement secoué par tout ce qui s'est passé, en me disant mais qu'est-ce que je dois faire et sur, voilà, est-ce qu'il faut que je sorte de l'anonymat, parce que visiblement, que ça soit anonyme, ce témoignage, on commence à en douter, et moi je ne suis pas content qu'on en doute, et en même temps, s'exposer, voilà, ça va vouloir dire aussi plein de choses qui vont interférer avec son boulot, qui ne portent même pas sur la... Enfin, c'est quand même une grosse perturbation dans une vie. Et je dirais qu'il y a un troisième titre auquel je suis là, même si c'est un peu au débeauté. C'est en tant que membre de la Sorbonne, comme d'autres, quand on lit qu'une des choses qui peut être dite à quelqu'un qui se fait contrôler, c'est on va venir à la Sorbonne vous exterminer. Je pense qu'il faut aussi un peu tirer la sonnette d'alarme sur dans quel état on en est arrivé dans ce pays pour que la Sorbonne, ça soit quelque chose dont on puisse parler comme méritant l'extermination. Voilà. Et donc c'est à ces plusieurs titres que je suis là à l'égard de quelqu'un que je vous vois toujours et depuis 2012 et qui est pour moi d'abord un de mes doctorants. Quoi, voilà. Est-ce que vous voulez bien vous présenter Donc moi je suis Johanna Siméan, je suis professeure de sciences politiques à Paris 1, Panthéon-Sorbonne au département de sciences politiques. Je suis membre honoraire de l'Institut universitaire de France et voilà. Voilà. Avant d'envisager les suites, est-ce que Guillaume, puisqu'il y a un événement majeur eu égard au dossier qui s'est produit, c'est que, contrairement à ce que pensaient les policiers, ce qui a été filmé avant les violences policières et qui pensait être détruit par les policiers existe. Donc est-ce que vous souhaitez qu'on vous montre les quelques images que nous avons ou est-ce que c'est possible? Oui, ça prend beaucoup de temps? On passe sur un ordinateur. Enfin, il faut projeter. Alors on peut projeter là. Bon. Ouais. Ce que je propose, c'est que je vous fasse les observations pendant que tu mets les choses en place. Alors, cette affaire est d'un classicisme qui est connu de plus en plus. Celui de violence policière, et ce qui frappe tout d'abord, c'est la recherche, le souhait des policiers de détruire toute preuve d'un contrôle qui s'avère être illégal. Puisque Guillaume est tout d'abord témoin avant de devenir victime, il est témoin de violence, il entend en témoigner en filmant avec son smartphone. On lui dit un gros mensonge afin qu'il sorte de la gare, puisqu'il est encore dans la gare quand il filme, à travers la grille. Et les policiers, vous allez le voir, lui somment d'éteindre, d'arrêter de filmer, au motif qu'il est interdit de filmer dans une gare. En revanche, libre à lui de filmer en dehors. Donc il les rejoint, et c'est là qu'il va faire l'objet d'un contrôle qui va être violent. Donc, première chose à dénoncer, c'est le désir de détruire toute preuve du contrôle illégal, hein, parce que quelle est la raison du contrôle d'identité? Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune raison de le contrôler, si ce n'est qu'il agace puisqu'il filme. Filmer, c'est prouver, c'est permettre les responsabilités.
Donc vous avez affaire à une pratique qui a été aussi mise en cause à l'occasion des contrôles au faciès, une pratique qui se développe dans l'opacité, dans le secret. Et vous le savez aussi, les sociologues l'ont établi, que si vous refusez d'obtempérer, c'est outrage et ou rébellion. Je dois le rappeler, aujourd'hui, dans ces circonstances, le droit de filmer est un droit fondamental. Eu égard aux circonstances, c'est même vital de filmer. Je faisais le lien avec le contrôle au faciès. Le smartphone devient un élément essentiel de la preuve de la violence policière, puisque vous savez que le gouvernement actuel, les plus hautes autorités, ont décidé de ne pas mettre en place le récépissé de contrôle. Donc le système est bloqué, il est total, on se comporte comme on souhaite, et comme dans l'espèce, mais il est important qu'il n'y ait aucune preuve. De témoin, il est passé au statut de victime. Vous l'avez vu, je ne vais pas revenir sur les propos de Guillaume, mais également sur la professeure de Paris 1. Aujourd'hui, les citoyens sont visés, ils sont la cible. Aujourd'hui, on peut estimer aussi que sur le plan symbolique, on a visé une institution centenaire, à laquelle d'ailleurs j'appartiens, j'ai été étudiant de Paris 1, j'en suis fier. C'est aussi des étrangers, on passe aux intellectuels, aux gauchistes. Je partage totalement, et je ne vais pas être très très long, l'analyse qui a été faite par Guillaume. Il ne s'agit pas d'un fait divers, il s'agit d'un système secret. On doit détruire les preuves. Et ce qu'on va probablement, au-delà du dossier de Guillaume qu'on va aborder, c'est la problématique de la relation entre les citoyens et la police. Il est temps que la police soit un vrai service public, soit au service de la population et non pas au service de l'État. Alors, très prosaïquement et techniquement, nous allons saisir deux institutions. Alors, une classique, le procureur de la République, il faut enquêter. Et puis une deuxième, un peu moins classique, mais qui atteint aujourd'hui un certain niveau de légitimité et qui nous invite à le saisir, c'est le défenseur des droits. Et voilà. Et donc on va révéler ce que l'on sait. Alors les premiers éléments, ça sera les images que vous allez voir, l'attestation de la personne qui l'accompagnait, et puis appel à témoins, éventuellement les personnes qui seront amenées à témoigner. Vous verrez, on peut totalement identifier à partir d'aujourd'hui les personnes qui ont été à l'origine des propos, des menaces, des coups et blessures, des vols, de l'intrusion à la vie privée de Guillaume. Et puis, comme l'a très bien dit Guillaume, il ne vous l'a pas dit, mais c'est un dossier, c'est une affaire d'une époque extrêmement pointue, parce que il me disait, je crois qu'en filmant, j'ai trahi ma race. J'ai trahi ma race, je suis à Saint-Denis, et on n'attendait probablement pas de moi que je témoigne de ce qui s'y passait. Ce sont des choses banales qui se passent. Et comme il le disait aussi très justement, pas pour lui, c'est assez extraordinaire pour lui. Voilà. Est-ce qu'on peut voir? Pas encore. Voilà. Donc la plainte va être déposée. Oui, elle est en train d'être rédigée aujourd'hui. Oui, le parquet c'est Bobigny et le défenseur Sabine Millet. On peut peut-être commencer, oui, effectivement, les questions tant que. Vous avez dit quels éléments vous avez justement pour identifier ces policiers. Enfin, vous avez dit police nationale. Est-ce que vous avez un peu plus... Je vais laisser la parole à Guillaume parce qu'il faut identifier. De quel genre de policier s'agissait-il? Il y avait la présence de la police nationale et de la sûreté ferroviaire. Effectivement, sur les vidéos, je pourrais identifier, mais je pense que c'est pas le moment de le faire là. Et il y avait 35 policiers, hein, si on prend les deux forces qui étaient là. Quoi. Ouais. Qui ont été témoins des 35, tout vu, peut-être pas, puisqu'il y en a une partie qui était en cordon, en train d'empêcher les habitants de s'approcher. Donc
Il y en a une partie qui ont vu l'ensemble des faits et tous sont au courant, pour le dire comme ça. Mais les deux qui vous ont vraiment molesté, c'était police nationale ou police ferroviaire? C'est la police nationale, ouais. Les policiers locaux. Je peux faire cette hypothèse. Ils étaient en uniforme, c'était en civil. Ils étaient évidemment en uniforme puisqu'ils étaient en opération. Ils n'avaient pas de matricule? Ça, je pourrais pas dire qu'ils en avaient ou qu'ils en avaient pas. J'ai pas eu le temps de vérifier. J'ai pas eu le réflexe de demander ce que j'aurais dû faire. Est-ce que leur que c'est des policiers locaux du commissariat? On peut faire cette hypothèse. Je crois que, y compris, il faudra voir du côté de la mairie de Saint-Denis, dont un certain nombre d'élus sont aussi alertés de ce qui se passait dans ces derniers jours. Moi, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il ne semble pas que ça soit la seule bavure. J'insiste là-dessus. Moi, j'ai sorti mon téléphone. Je fais un geste qui est un geste militant, en réalité, parce que j'ai l'habitude de manifester. Et on a été, dans les manifestations contre la loi travail, très encadré, parce que j'ai l'habitude d'être sensible à cette affaire-là. Mais en réalité, moi, ce qui me semble, c'est que le témoignage que j'ai écrit, l'écho qu'il a rencontré, montre que je ne suis pas le seul à avoir l'habitude et qu'il n'y a pas besoin d'être militant comme je suis. Moi, je suis militant au nouveau parti anticapitaliste, pour avoir cette conscience-là, puisque des centaines de milliers de personnes l'ont lu et l'ont partagé. Donc on est dans quelque chose qui arrive à très grande échelle et qui est en train de susciter une conscience à très grande échelle. Une conscience qui devrait maintenant se transformer, à mon avis, dans un moyen pour faire changer les choses. Il y a eu les coups même de taser, vous disiez, vous étiez contre le mur et des menaces. Il y a eu un coup de taser. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Est-ce que vous vous êtes dit que ça aurait pu encore déraper encore plus? À ce moment-là, au tout départ, j'étais dans l'idée que, étant effectivement le seul citadin qui avait pas effectivement le même visage que les gens qui s'étaient attroupés, j'étais dans l'idée qu'il me fallait que je prenne la responsabilité de filmer et de changer la situation, parce que ça sentait, il y avait une ambiance extrêmement tendue et ça sentait le dérapage. Donc au tout départ, j'ai pensé qu'ils allaient me forcer à effacer la vidéo. Je le contestais en disant qu'ils n'avaient pas de mandat de perquisition et que ça s'arrêtera là. Puis il y a eu un crescendo, avec les violences, les insultes, les menaces, l'adresse, la profession, qui ont fait que j'ai accepté d'effacer la vidéo. Quand ils m'ont mis en particulier cette décharge de taser en me demandant si ça piquait, j'ai pensé que ça irait plus loin. J'ai pensé que ça irait plus loin en me rendant responsable, comme ça arrive très souvent dans ce genre de contrôle, en disant rébellion, comment ça s'appelle, outrage. Alors j'ai plus bougé. Et j'ai gardé le visage collé contre la porte. Quelles sont les violences verbales que vous avez subies, qui vous ont le plus choqué, qui vous semblent être les plus attentatoires à votre personne? C'est une question difficile, parce que je pense qu'il n'y a pas à hiérarchiser ce qui s'est dit entre mourir ou être violé. Ce qui était particulièrement traumatisant, c'est que les menaces de viol étaient accompagnées d'attouchements. Ensuite, c'était, je pense d'ailleurs, la démonstration qu'ils voulaient faire, c'est qu'il n'y avait pas de limite. C'est-à-dire que c'était moi, c'était ma collègue présente, c'était là où j'habite, c'était là où je travaille, et mes collègues là où je travaille. Je pense qu'il y a une volonté de démontrer une toute-puissance de la police là-dedans. Votre amie, elle a été malmenée également, votre collègue qui était présente? Elle a été indirectement menacée de viol, dans la mesure où ils l'ont dit que si elle se faisait violer, elle serait contente de trouver la police. Ce qui, à mon avis, est une manière d'évoquer le viol dans une situation où elle s'opposait à une action illégitime, voire illégale de la police. Donc, à mon avis, on peut dire que c'est une évocation menaçante du viol. C'était essentiellement de lui dire de dégager, ce qu'elle n'a pas fait. Mais voilà. Dans les propos, il y a une référence à Daesh aussi. Dans les propos, il faisait référence à l'État islamique, il faisait référence à Daesh en disant que quand Daesh viendrait, on ne serait pas protégé, que je ne serais pas protégé, et en m'accusant de me faire l'allié de Daesh avec ce que j'avais fait en les filmant. Ce qui est particulier, parce que quand on dit qu'on décrète l'état d'urgence et qu'on étend les pouvoirs de la police pour éviter la guerre civile, et qu'on se retrouve avec des policiers qui sont fauteurs de guerre civile, entre guillemets, en tout cas dans le discours, en expliquant que contrôler le ticket d'une personne racisée, ne pas avoir de ticket pour cette personne-là est comme la prémisse d'un attentat terroriste. Je disais ça tout à l'heure, c'est comme s'il y avait juste une gradation.
En réalité, c'est une personne qui n'avait pas de ticket. Donc, c'est une manière d'associer toute intervention de la police à de l'antiterrorisme qui est en train de rendre une image de guerre civile de notre société. Je pense que c'est important de voir ça, quoi. Est-ce que vous savez s'il y a des gens qui ont été interpellés, emmenés au poste éventuellement ce soir-là, et s'il y a eu ce qui s'est passé plus précisément, les gens disant que ça fait partie d'une opération plus vaste qui durait plusieurs jours, est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Je sais que d'autres savent, au sens ont commencé à le dire, à la mairie de Saint-Denis. Une personne que j'ai croisée directement en sortant, qui était choquée de ce qui s'était passé, qui m'a dit, c'était un monsieur qui avait une cinquantaine d'années, qui devait être d'origine pakistanaise ou indienne, et qui m'a dit qu'il avait assisté à la même chose toute la journée. Et je sais que la dame, en l'occurrence, a été emmenée. Et c'est pour ça qu'un élément d'importance, c'est de savoir ce qui lui est arrivé. Parce qu'il est potentiellement arrivé quelque chose de plus grave que ce que je suis en train de raconter. Vous dites que c'est un fait banal finalement, et enfin, on sent bien que vous êtes choqué, mais c'est presque comme si vous n'étiez pas si étonné que ça, que quelque chose pouvait arriver. Est-ce que vous dites que vous avez fait beaucoup de manifestations, est-ce que c'est un climat que vous avez ressenti récemment? Si vous voulez dire que je trouve normal ce qui m'est arrivé, absolument pas. Ou qu'on pourrait s'y habituer, absolument pas. Non, est-ce que vous avez déjà senti ce climat commencer à monter? Je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir senti, c'est ce que je dis. À mon avis, il me serait arrivé ça, disons-le comme ça, il y a 10 ans, et je faisais ce témoignage, ça n'aurait pas suscité la réaction que ça a suscité. Moi, en tant que sociologue, y compris, c'est ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle a été la réception. Et la réception, elle a été une réception massive, de se dire « Ah oui, il est vraiment arrivé ça », parce que ça correspond à une expérience qui a été faite. Et ce n'est pas la première vidéo que celle que j'ai faite. Ça ne sera pas les premières vidéos si on met la main sur d'autres vidéos. Il y a des dizaines de milliers de vidéos de ce type-là. Ce matin même, parce que j'essaye de me changer les idées, mais quelquefois on devient un peu obsédé par ce qui est arrivé. Je regardais des vidéos faites par Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré. Il y en a une 4 jours après l'assassinat de son frère. On la voit, elle filme une intervention de policiers qui viennent d'arrêter l'autre de ses frères. Et arrive un agent qui met sa lampe torche dans sa vidéo parce que c'est la nuit et qui lui dit si cette vidéo se trouve sur un seul site, demain à 6h du matin, on est chez toi, on explose la porte. Donc les violences contre les personnes qui cherchent à rendre public les contrôles de police, je crois que c'est malheureusement devenu une banalité. Est-ce que vous avez été contacté par quelqu'un, par des institutions par rapport à ce que vous avez dénoncé? On a été contacté effectivement par l'IGPN assez rapidement, à travers mon collègue, puisque moi j'étais pas à travers le collègue Guillaume Mazot, donc qui a compris son poste supprimé hier soir. Donc on est en train de nous répondre à ce contact en déposant plainte. Pour quel motif du coup vous voulez poser plainte? Comment les qualifications exactes de la plainte? Je reprends si vous voulez bien. Alors, l'IGPN, je vous rappelle, ce ne sont pas des plaintes. L'IGPN ne reçoit pas des plaintes, hein, ce sont des signalements. Et vous imaginez la difficulté d'exprimer précisément son récit à des policiers, certes de l'IGPN, dans l'urgence. Guillaume aurait pu utiliser ce moyen-là, mais il est apparu important qu'il préserve son récit, qu'il reste maître de ce qui lui est arrivé, et notamment des qualifications pénales. Parce que quand vous faites un signalement à l'IGPN et après une audition, vous savez probablement comment ça se passe, c'est le policier qui tape et qui vous demande de signer. Et ensuite, il faut modifier, mais quelquefois c'est un peu compliqué. Donc, c'est la raison pour laquelle le document qui sera utilisé sera une plainte pénale relatant les faits et les qualifications très superficiellement, parce qu'on vient d'être saisi en jeu, vous avez d'abord l'abus d'autorité, hein, le contrôle d'identité. Pourquoi il y a un contrôle d'identité? On va le voir, il a tout d'un contrôle illégal, des violences volontaires, une agression ou des agressions sexuelles, des menaces de mort, menaces de viol,
des injures, et on n'oubliera pas, parce que tout a son importance également, le vol de clopes et l'intrusion, bien sûr, et bien évidemment, là je vous parle des qualifications aussi. Oui, violence. Là je vous parle des qualifications pénales, mais les principes qui sont en jeu, vous les connaissez, c'est la liberté d'aller et venir, c'est la vie privée, parce qu'on est entré dans son portable, c'est également, on peut dire, une forme de discrimination indirecte, puisqu'il est témoin de faits concernant les gens de Saint-Denis. On va lui en vouloir beaucoup de témoigner de réalités. Bon, a priori, il ne devrait pas témoigner. Donc c'est tous ces faits-là dont on va saisir le parquet, qui saisira probablement l'IGPN, mais également le défenseur des droits, parce que parmi ses attributions, vous savez, il y a la déontologie policière. Et il n'est jamais négligeable dans ce type d'enjeu d'avoir une institution indépendante. Est-ce que vous pouvez nous donner l'origine de cette vidéo, nous dire si quand elle est versée au dossier et s'il est déjà en possession de l'IGPN? Non, ça, Guillaume va vous le dire, c'est tout neuf, puisqu'il a pensé jusqu'à il y a très peu de temps que cette vidéo avait été effacée par les policiers. L'origine de la vidéo, c'est mon téléphone portable, c'est moi. Comment vous l'avez récupéré? Je crois qu'il faut être bon en informatique, c'est pas mon cas. Mais on peut avoir des amis qui le sont. Il s'agit de 2 vidéos dont je suis l'auteur. Et c'est les 2 vidéos qui sont aux yeux de la police la cause de mon interpellation, quoi. Enfin, qui ont provoqué ce qui s'est passé, quoi. Votre nom, ça s'écrit V-A-N... V-A-D-O-T. Je vais simplement dire 2 mots, c'est que je suis là d'abord en tant que LPA, Guillaume est assistant, mais aussi j'habite Saint-Denis. On est 2, Jean-Marc Bourquin et moi, de Saint-Denis. Je veux simplement préciser que ce que tu as parfaitement décrit, c'est déjà arrivé à d'autres, à Saint-Denis, avec la police nationale, notamment les habitants de la rue du Cornillon et de la rue de la République, qui ont été foutus dehors, tabassés, qui ont subi aussi des tas de sévices de la part des flics, et dont aujourd'hui une partie de leurs vêtements sont encore dans les appartements, ne peuvent pas y aller. Et puis Jean-Marc connaît aussi d'autres familles qui sont expulsées maintenant qui dansent dans la rue, il pourra en parler. Et donc je veux dire, ce stade Saint-Denis, pour nous, est très important à Saint-Denis. C'est pour ça qu'on a essayé de prendre contact avec la mairie, avec les élus, avec les partis de gauche à Saint-Denis, etc., pour qu'il y ait une réaction. Parce que ce qui est arrivé, et qui est scandaleux, je ne comprends pas tout ce que tu as dit, je suis complètement d'accord, mais ça fait partie d'un tout à Saint-Denis. Les gens, ils sont quand même très très sensibles à l'activité de la police et les bavures entre parenthèses. Est-ce qu'on regarde, elles sont assez courtes, puisque ce sont les 2 vidéos préalables aux violences policières. Donc là, il est à l'intérieur, il est toujours dans la gare. On lui a demandé, on lui a indiqué. Guillaume, si tu viens. On m'a demandé de sortir en me disant que c'était permis, mais pas dans l'enceinte de la gare, donc il fallait que je sorte continuer ma vidéo à l'extérieur. Donc là, je suis à l'extérieur. Guillaume a fait référence aux lois et au contexte. Moi, je voudrais attirer l'attention sur la banalité du fait. Vous avez vu le nombre de policiers mobilisés pour visiblement un problème de Navigo ou de ticket. On est donc très loin, a priori, mais ça, on va, j'imagine, le voir confirmer, on est quand même très loin des conditions et des interventions dans le cadre de l'état d'urgence. Là, on est dans la banalité d'une personne qui, visiblement, n'a pas son passe Navigo ou n'a pas son billet. Vous avez vu, il y a un cordon de protection, elle est contrôlée, elle est menottée et elle souffre, elle est maltraitée. Et effectivement, vous avez raison, ça paraît plutôt
urbain. Le problème, c'est qu'il y a un mensonge qui va rendre tout ce qui suit possible, et que, vous voyez, même quelqu'un qui est professeur enseignant à la Sorbonne va se faire avoir, puisque les policiers vont le sommer d'arrêter de filmer parce qu'il est dans une enceinte dans laquelle on n'a pas le droit de filmer. C'est ça, que ça soit dit de façon urbaine ou agressive ne change pas les choses. Ils vont l'inviter à sortir, le laissant supposer qu'il a le droit de filmer une fois qu'il sera à l'extérieur. Et une fois qu'il est à l'extérieur, il vous a fait le déroulé des faits. Donc, effectivement, je dirais sur la forme, ça a l'air urbain au début. Mais ça n'en reste pas moins illégal, insupportable, et surtout, ça va rendre possible ce qu'il vous a relaté. Est-ce que c'est la même personne qui vous dit que vous n'avez pas le droit de filmer dans l'enceinte et qui après vous prend le téléphone? Je crois que c'est la même personne qui dit bonjour, on va vous faire le contrôle d'identité, dont on voit qui passe rapidement, qui m'avait déjà dit de sortir. Celle qui me prend le téléphone, et c'est un autre policier. Qui me prend le téléphone, dans mon souvenir, c'est un autre policier. Par contre, je ne pense pas que ce soit le lieu pour identifier les auteurs des faits. Les deux agents qui ensuite m'ont tenu les bras, parce que peut-être que ça a l'air très calme, ça n'allait pas rester longtemps, qui m'ont tenu les deux bras, c'est ces deux agents qui font partie évidemment du dispositif qui est là, et que chacun s'est acharné sur l'un de mes bras. Et ensuite, j'ai eu les paroles, c'est la personne qui me tenait le bras gauche qui a eu la plupart des propos que j'ai relatés, quoi. Et parmi, là on voit qu'il y a effectivement beaucoup de monde autour. Il y a pour vous aussi du monde qui a pu être témoin de ce que vous avez subi. Je me souviens un peu dans votre récit. Où ça s'est passé complètement à l'écart de la foule. Non, moi j'ai été plaqué, on va dire 3 mètres sur la gauche de la dame, donc on voit déjà qu'elle est un peu contre le mur. Donc 3 mètres à côté, il y a une porte verte. C'est l'angle mort de la caméra de vidéosurveillance qui a dû filmer l'ensemble de ce qui s'est passé un peu plus loin. Mais ils m'ont plaqué sous la caméra de vidéosurveillance. Et donc à l'intérieur de leur dispositif. Vous êtes allé voir un médecin hors UMJ, c'est ça? J'ai pas pu accéder à l'UMJ. On m'a dit qu'il fallait d'abord porter plainte et que pour porter plainte, il fallait faire un certificat. Donc je suis allé aux urgences de l'hôtel. Et là, j'ai vu un médecin, j'ai fait une radio et un scanner. Ils ont constaté des douleurs des douleurs aux articulations, au dos, à la cheville, à la cuisse, mais pas de fracture ou pas de lésions sur des organes. Est-ce que vous avez eu des jours d'ITT ou des choses comme ça? Pour avoir des jours d'ITT, il faut passer à l'UMJ. Les médecins des urgences ne peuvent pas vous donner des jours d'ITT, donc je ne sais pas si j'aurais dû en avoir. Vous avez eu des douleurs et c'est précisément hématome, abrasion, enfin des choses. J'ai un bleu qui est apparu sur le côté gauche, mais c'était après le vendredi. Donc il n'y a pas de lésions ou d'hématomes visibles sur mon certificat médical. Juste pour bien comprendre le contexte, une fois que vous êtes contraint par les policiers, il y a une pression de l'extérieur, des témoins, des gens qui sont à proximité, il y a des cris, il y a un niveau de tension générale qui fait que les policiers se sentent eux-mêmes menacés un peu d'extérieur ou... Non. C'est vraiment entre vous et eux. Il y a une personne qui a crié qu'il fallait me relâcher, c'était la collègue qui était là. Elle l'a pas fait longtemps. Et j'espérais qu'elle le fasse pas longtemps parce que je pensais qu'elle allait se faire interpeller aussi. Et après, je pense qu'il y avait beaucoup de stupéfaction. Et que je pense que ce qui m'est arrivé était une manière de démontrer aux autres aussi ce qui pouvait arriver, quoi. Et donc il n'y a pas eu de mouvement. Et la scène, je pense, moi c'était derrière moi, mais j'entendais pas grand chose à part ce qui m'était dit à l'oreille. Et la scène a dû rester relativement statique. Mais après, il y a une caméra de vidéosurveillance qui est braquée sur cette scène-là. Donc je pense que c'est possible d'en savoir plus. Et ce qu'on vous dit à l'oreille, c'est de manière assez discrète ou c'est pas en chuchotant, c'est en parlant à haute voix, relativement fort. Simplement, vous voyez une scène où il y a quelqu'un d'autre à côté qui crie, des invectives, enfin une discussion avec la police qui dit à tout le monde de dégager en permanence. Il y avait un chien. Je sais pas comment ça s'appelle, puisqu'on m'a dit que chien d'assaut, ça voulait rien dire, mais il y avait un chien policier qui a sauté après. Voilà. Et donc qui a broyé. Donc bon, il y avait une ambiance très tendue, mais mon interpellation à moi n'a pas fait bouger la scène. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Et parmi tous les propos qui ont été tenus, donc les menaces d'agression, de meurtre, l'agression sexuelle en elle-même, il y a aussi la dimension homophobe des propos. Vous pensez que c'est dans
c'est courant, enfin, dans ce genre de pratique, vous dites qu'elles sont banales finalement, ou c'était dirigé contre vous à ce moment-là? Je pense que c'était plutôt quelque chose de structurel, une manière d'exprimer une domination en la virilisant. Donc aussi bien en créant le contexte guerre, Daesh, etc., qu'en créant un contexte de domination sexuelle y compris. Je pense que c'est ça qui s'est exprimé et que c'était pas dirigé contre moi comme individu isolé. Pour l'avocat, monsieur Benachet, en fait, est-ce que vous travaillez évidemment sur les violences policières, est-ce que vous avez déjà eu affaire à une violence de cette intensité verbale vous savez qu'en général, quand un avocat est saisi, c'est qu'on est dans la pathologie et que les propos qui sont tenus sont fréquemment tenus. Alors je ne vais pas vous dire que, bien évidemment, ça vaut certitude scientifique, c'est mon expérience. Ce que m'a dit Guillaume est classique. Du rapport de domination, d'autant plus qu'il se développe dans le cadre du secret. Tant que vous n'avez pas, je vous renvoie vraiment au récipicé de contrôle. Le récipicé de contrôle, ça n'est pas simplement un élément qui permet de justifier des raisons du contrôle, c'est surtout dans sa pratique un moyen pour les policiers de réfléchir avant tout contrôle sur les raisons qui les motivent à exercer un contrôle. Et si les policiers se disaient 1, il a le droit de filmer, 2, quelle est la justification que je vais pouvoir donner à ce contrôle, ils se dispenseraient des contrôles. Et c'est ce que prouvent les expériences en Europe de l'Est, à New York, en Grande-Bretagne, dans une région espagnole. Donc ça, c'est la première chose. Bon, vous savez que l'engagement numéro 30 du candidat Hollande a fait long feu. Se développe donc, comme aux États-Unis, la pratique de l'enregistrement. Et on voit bien qu'il y a des instructions. Ça n'est pas un policier qui vous dit spontanément tu filmes pas. Vous voyez, c'est construit. Il y a un mensonge, il y a un roman. Le roman, c'est tu n'as pas le droit de filmer à l'intérieur de la gare. Sors. Et ensuite, il vous l'a aussi précisé, le contrôle a lieu sous la vidéo susceptible d'enregistrer. Donc il y a nécessairement le souci de garder les choses sans preuve, sans témoignage, et c'est la raison pour laquelle ce petit brin de vidéo que nous avons a son importance. Bien évidemment, nous aurions souhaité que le smartphone filme lui-même le contrôle, les propos qui ont été tenus. Mais ça n'est pas possible puisque c'est lui qui tenait la caméra. Mais en soi, ce que j'ai vu d'un point de vue des grands principes démocratiques est un scandale. C'est un scandale. Mensonge, destruction de preuves, parce que non seulement ils lui interdisent de filmer, mais en plus, il faut bien le préciser, ça n'est pas lui, c'est toi qui a détruit les vidéos. Ils m'ont contraint sous la contrainte. Non, à détruire, non. À mettre stop à cette vidéo-là, c'est eux qui l'ont détruit eux-mêmes, parce que dès que j'ai déverrouillé, ils m'ont pris le téléphone, ils l'ont détruit eux-mêmes à la fin Donc il ne s'agit pas d'amateurs. Pour être sûr que ça sera détruit, il faut que vous me donniez votre portable. Et moi, je vais m'en sortir. Alors, le point qui, moi, m'avait impressionné, c'est qu'ils connaissent le iCloud et ils vous expliquent qu'il faut passer au moins 2 ou 3 filtres pour détruire totalement l'information gênante. Voilà, donc oui, c'est pour moi d'une grande banalité, malheureusement, et rendu possible par des pratiques policières qui ne sortent pas, qui ne sont pas leur propre production. Qui sont une pratique policière qui est au service d'une politique d'État. La plainte, elle aura été déposée aujourd'hui ou demain plutôt ? Il faut que je vois, là, il y a quelqu'un qui rédige en ce moment pendant qu'on parle. Mais je pense qu'au plus tard, elle sera déposée demain. Au plus tard. Merci. Merci à vous.